Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. L'année dernière, alors que le premier confinement donnait à toute sa bourgeoisie intellectuelle des envies de révolution pour un monde d'après plein de bons sentiments, on se demandait dans les journaux et sur les plateaux télé si les personnes essentielles étaient en fait celles et ceux qu'on croyait. Car en un seul confinement national, tout ce que le pays comptait de CSP+, c'est-à-dire les cadres dirigeants, les DRH, les intellectuels, se retrouvaient chez eux ou dans leur résidence secondaire, les bras croisés. Pendant ce temps, souvenez-vous, les premiers de corvée trimaient pour faire tourner les usines, les commerces essentiels, les hôpitaux ou encore les transports en commun. La bourgeoisie a eu la larme à l'œil face à ces gains petits que d'ordinaire elle ne voit jamais. Ils se sont donné rendez-vous à 20h précises. À leur balcon, leurs fenêtres. Macron a concédé une petite prime défiscalisée et hop, au charbon les gueux. Le débat sur l'utilité des travailleuses et des travailleurs dans le pays n'aura duré que quelques semaines et c'est bien dommage. Mais encore plus ennuyeux, celui sur l'utilité de celles et ceux qui pouvaient rester chez eux en pleine crise pandémique n'a quasiment pas été abordé. Or, la question se pose. Il y a d'abord l'utilité de toute cette classe d'encadrement de la vie économique, aux cadres, des RH, consultants, dont l'anthropologue américain David Graeber a désigné comme un repère de bullshit jobs, des métiers à la con qui parasitent la société capitaliste et lui donnent une épaisse caste coûteuse et inefficace, un peu comme l'URSS avait sa bureaucratie. Concrètement, les bullshit jobs, ce sont les gens dont le travail est de dire aux gens comment travailler. Ils ne produisent rien directement, ils font produire aux autres de façon efficiente, innovante, productive, performante, le tout à base de PowerPoint et parfois en ne connaissant rien de la réalité concrète du travail, et ne servent à rien en cas de crise pandémique. Mais même au plus fort du Covid, personne ne s'est demandé ce qu'il en était de l'utilité des patrons. Ils sont passés à travers les mailles de la critique de l'utilité sociale des professions, ce qui confirme ce qu'ils sont devenus dans la France des années 2020, des divinités intouchables, si sacrées que plus personne ne se permet de les critiquer. D'ailleurs, ils ne sont plus des patrons, mais des entrepreneurs. Quelle différence? En pratique, aucune. Ce sont ceux qui dirigent les entreprises de l'économie capitaliste. Dans les croyances, en revanche, c'est la nouvelle lessive qui a repeint la bonne vieille bourgeoisie en héroïne des temps modernes. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Et ça fait partie de cette espèce d'esprit chevaleresque de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse. On se nourrit de cet esprit chevaleresque. Et on a l'impression d'être au cœur du krach des chevaliers. Une espèce de grand château fort, c'est le vôtre. C'est le château des chevaliers. Quand le patron domine, l'entrepreneur entreprend. Entreprend quoi? La mise au travail des autres pour en tirer une plus-value pour lui et ses actionnaires. Ça, ce sont les faits. Mais dans le discours dominant, il n'est jamais question de tout ça. L'entrepreneur est celui qui innove, et qu'importe si ce sont ses équipes qui le font à sa place. On dit même que ce sont les entrepreneurs qui créent les richesses. Leurs ouvrières, manutentionnaires, vendeurs se curent les ongles. Pendant ce temps, on sait tous ça. L'entrepreneur doit recevoir des attentes constantes de la part de nos politiques, toujours prêts à baisser leurs impôts et flexibiliser le droit du travail pour eux. Mais attention, l'entrepreneur n'est libéral que quand tout va bien. Quand une épidémie mondiale s'abat ou qu'une crise financière survient, il a besoin du soutien massif de l'État qu'il conspue en temps normal. 90 milliards d'euros versés aux entreprises privées en 2020 tout de même les plus libéraux ont accepté le cadeau. Mais au sein de l'entreprise, à quoi servent-ils concrètement? Quand on regarde la façon dont sont traités quelques grands personnages de la mythologie entrepreneuriale, on comprend que la question n'a pas vraiment d'importance pour les politiques, intellectuels ou journalistes qui en parlent. Prenons Bernard Tapie. Cet homme politique et entrepreneur par excellence, symbole de la période durant laquelle le terme s'est popularisé. Qu'a-t-il vraiment accompli? Il a repris des entreprises en difficulté, puis les a coulées ou fortement affaiblies. C'est le cas de l'entreprise stéphanoise Manu France, qu'il a repris pour le challenge, comme il l'explique dans des images d'archives d'un reportage de Complément d'enquête en 2001. Après avoir mené la grande vie, se rendant en jet privé payé par la boîte, de Paris à Saint-Étienne et en roulant en Rolls,
il a fini par restructurer l'entreprise, comme on dit dans le jargon patronal. 800 licenciements. Pour la société Wonder, fabricant de piles, Tapi a impressionné son monde, héros de la nouvelle publicité de la marque. Qu'est-ce qui fait marcher Tapi? 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à la Wonder. Une fois 270 personnes licenciées et l'entreprise revendue, Tapi part avec 480 millions de francs de plus-value. Cela fait-il de lui un héros? Mais un patron n'est finalement jamais jugé sur ses résultats. En France, ce sont les salariés qui payent le prix d'un échec entrepreneurial, et beaucoup plus rarement les employeurs. Pourtant, ce sont les seconds dont on raconte partout qu'ils prennent des risques. Qu'importe, ils restent les héros de la nation, ou plus précisément la dynastie régnante. Les Muliez, les Lagardère, les Schneider. Ces familles régnantes n'ont pas plus de talent que vous et moi, mais la confiance de leurs actionnaires et la présence de leur portefeuille. Car finalement, c'est d'abord à ça que sert un patron, à faire remonter l'argent du bas vers le haut. C'est ce qu'expliquait l'économiste américain Stephen Margin dans un article publié en 1974 et sobrement intitulé « What do bosses do ?» Pour lui, le patronat est une invention dans l'organisation du travail pour diviser les différents corps de métier et, en les coordonnant, les déposséder de leur faculté d'auto-organisation. Autrement dit, le modèle corporatif qui prédominait pendant l'Ancien Régime, où différents artisans travaillaient ensemble pour aboutir à un résultat collectif dont chacun tirait profit, aurait été remplacé par le modèle de la manufacture où un seul patron domine tout le monde et les fait travailler. Et ce, non pas parce que c'était plus efficace ou techniquement incontournable, mais parce que cela facilitait la concentration des profits et donc la constitution du capital. Selon Margin, le patronat au travail est une invention du système capitaliste et on pourrait en fait tout à fait faire autrement. Par exemple, en s'organisant les uns avec les autres sans confier tout le pouvoir de coordination à une seule personne ou un seul staff. Cela nécessiterait, il est vrai, un tout autre rapport au travail. Mais notre pays aurait-il subi une telle vague de délocalisation depuis les années 80 si toutes les usines avaient été dirigées par celles et ceux qui y travaillent? Face aux enjeux sanitaires et écologiques, n'assisterait-on pas à des choix de production entièrement différents si la gouvernance des entreprises se faisait autrement? On a vu en mars 2020 que de nombreux ouvriers dans diverses usines revendiquaient le pouvoir de contribuer à la production de masques ou de respirateurs sans attendre que leurs actionnaires évaluent la profitabilité d'une telle opération. Le patronat existe essentiellement parce que le profit gouverne nos entreprises privées. Il n'a d'ailleurs pas souvent de réelles fonctions opérationnelles. Dès qu'une entreprise est suffisamment grande, la surveillance du fonctionnement quotidien est déléguée à des cadres. Le PDG est la caution de ses actionnaires, l'image de marque du groupe, bref, un outil de communication fort bien payé et fort coûteux. Rencontrez le PDG d'une moyenne ou grande entreprise et vous verrez qu'il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe réellement dans ses usines ou ses magasins. Son but est d'apporter 15% d'augmentation des profits par an à ses actionnaires, pas de s'intéresser aux broutilles. Dans le travail, il n'apporte donc le plus souvent rien. C'est d'ailleurs pour ça que les patrons ne restent jamais bien longtemps dans la même entreprise. Dans les grands groupes, ils sont baladés de filiale en filiale. Certains deviennent même des managers de transition. Assistés par une cohorte de consultants surpayés, ils transforment l'entreprise et virent les seniors, les syndicalistes et les trop stables. Et repartent avec une belle prime si l'affaire a été rondement menée. Une ministre qui, elle touche des ronds en faisant un plan licenciement. Déjà, normalement, ça scandalise les gens. Monsieur Ruffin, je vous rappelle que nous sommes sur un sujet qui est celui des écarts de salaire de 1 à 20 que votre groupe soutient. Et justement, pas sur un, ah pas sur un commentaire de mais l'actualité. oui, mais un quart de 1 à 20, mais Madame la Présidente, un écart de 1 à 20 entre 1,3 million et le salaire de base chez Danone, vous croyez qu'on est à combien? Pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas plus sur la nécessité de l'existence d'un patronat? En France, plus personne ne s'y intéresse. C'est ce que constate l'économiste Thomas Coutreau dans son livre « Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer ». Durant tout le XXe siècle, syndicats et partis politiques proposaient pourtant des alternatives à l'organisation verticale du travail. Et puis ça s'est arrêté. L'actuel candidat du parti dit communiste a même dit dans une récente interview que les grandes fortunes capitalistes étaient, je cite, des gens très intelligents qui créent, qui inventent. Ah bon? Il n'y a que la France insoumise et l'extrême gauche pour imaginer un contrôle salarié sur le travail, sans forcément remettre en cause toutefois le principe même d'une existence d'un patron. Et si on se reposait la question? Après tout, avant la Révolution française, la présence d'un roi était à peine questionnée. Et pourtant, il ne servait à rien. Pour les patrons, pas nécessairement besoin de guillotine. Les salariés plus modérés pourront conserver un patron s'ils le souhaitent,
mais comme un simple poste honorifique, comme dans les pays qui sont des monarchies constitutionnelles. Chaque année, au moment de la clôture des comptes, on baladerait le PDG dans une Audi A6 d'apparat, avec sa Sainte Rolex, son costard Hugo Boss, d'une usine à l'autre. Et puis on le renverrait fumer ses cigares et deviser avec ses semblables en souvenir des traditions passées. Pour terminer cette chronique, je dois vous faire une confidence. Mes parents ont été des patrons. Des petits patrons d'une petite entreprise devenue moyenne, et je sais ce qu'il peut coûter de stress, de charge de travail et de responsabilité à celles et ceux qui dirigent des petites entreprises. Et c'est aussi pour ça que j'interroge l'utilité d'une telle concentration du pouvoir. Pourquoi s'infliger ça ? Mes parents étaient patrons dans une autre époque, soucieux des valeurs humaines, avec le goût du succès, certes, mais pas celui du fric. Au début des années 2000, incapables d'honorer le taux de profit réclamé par le fonds de pension qui avait racheté leur entreprise, ils ont été licenciés en quelques heures. Puis l'entreprise a été coulée en quelques mois. La prochaine fois, on se demandera donc, a-t-on vraiment besoin des actionnaires ?